bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, je dois dire que le thème, je crois, est vraiment, ce thème d'aujourd'hui est très intéressant parce que nous sommes face à un vrai problème. Comme vous avez tous compris, aujourd'hui, nous avons deux blocs qui s'affirment de manière... C'est très intéressant de voir ce à quoi on assiste depuis maintenant un peu plus d'un an, on peut dire. Hein. C'est d'un côté, on a le président Trump avec son équipe qui applique une stratégie dite de Monroe, c'est-à-dire de repli sur les États-Unis, mais en renforçant considérablement les avantages américains, en utilisant la force pour conforter les avantages américains, mais en donnant la priorité systématique à l'Amérique, c'est clair, il n'y a plus de sentiment d'alliés, de partenaires, il y a l'Amérique et le reste. Et donc, avec une Amérique affirmée. De l'autre côté, on a les Chinois, on vient de le dire, qui sont, eux, en train d'exploiter, évidemment, de l'autre côté, la vision américaine, en disant on va se poser en opposant à la vision américaine, qui ont révisé leur stratégie mondiale et qui aujourd'hui s'affirment comme les leaders de la mondialisation, hein, avec l'ouverture à tous. Je vous donne un bon exemple. Quand M. Trump annonce 15% à 20% selon les pays d'augmentation des taxes pour tous les pays africains, la Chine annonce suppression des droits de douane pour tous les pays africains avec la Chine. Donc on est vraiment dans une opposition totale. Les Chinois disent on l'a vu là, il y a peu de temps, il y a quelques jours, hein, avec la réunion de Shanghai, l'organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, qui était avec les BRICS à Tianjin. Bon, dans le compte-rendu final, ils ont dit, nous, ce qu'on veut, c'est la paix dans le monde. On veut une ONU qui soit reconstruite, parce qu'il y en a marre d'avoir pays qui ont gagné la guerre il y a 70 ans, qui continuent à imposer au reste du monde leur vision. On veut rebattre les cartes, mais dans le cadre de l'ONU, on veut la paix pour développer le commerce mondial. Et dans le même temps, on a les Américains qui, eux, disent « c'est moi ». Donc, on voit bien qu'il y a deux oppositions. Et alors, au milieu, il y a l'Europe. Alors, je dirais, quand on regarde... Alors, je ne veux pas être pessimiste, mais au départ, quand on regarde, on a eu une Europe en déclin et une France en déclin dans l'Europe. Alors ça fait beaucoup. Il faut bien regarder les choses en face. Comment, en définitive, éviter que l'Europe soit prise en sandwich entre deux très grandes puissances, deux hyperpuissances, hein, les États-Unis et la Chine, hein, comment peut-on faire pour s'en sortir ? Et là, on arrive au cœur de notre sujet actuel, parce que une des questions qu'on doit se poser, c'est le numérique étant devenu aujourd'hui indispensable dans le monde moderne, hein, et l'IA, qu'elle soit classique, générative ou autre, étant un élément essentiel du futur, pour la gestion du futur, au niveau des individus, des entreprises ou des États, eh bien, dans cet ensemble-là, est-ce que l'Europe peut tirer son épingle du jeu? C'est pour ça que je trouve que ce thème d'aujourd'hui, avec tout ce que vous allez entendre, et les tables rondes vont être très intéressants, parce qu'on est vraiment au cœur d'une problématique majeure pour le futur. Donc, merci de l'avoir... Non, mais je voulais le dire parce que je pense que c'est vraiment important. Alors, quand on regarde un peu plus précisément ce qui se passe, c'est vrai que le numérique a, vous le savez tous, hein, sinon vous ne seriez pas là, le numérique a complètement changé nos approches, et en définitive de manière très rapide, puisque au départ, je vais parler pour le monde de l'entreprise, dans le monde de l'entreprise, on avait des gens qui gagnaient parce qu'ils avaient de l'intuition, d'autres qui gagnaient parce qu'ils étaient dynamiques, et ça suffisait, ça a suffi pendant des centaines d'années. Bon, aujourd'hui, c'est complètement fini parce qu'il y a eu depuis une évolution des approches, du management, des techniques. Hein. On a vu arriver le marketing, on a vu arriver l'intelligence économique qui permettait de compléter le marketing en parce qu'on avait compris, et là les entreprises ont compris qu'il fallait s'informer sur le marché, sur la concurrence, sur l'environnement, sur l'état d'esprit des gens, le social. Hein. Et depuis, on a encore évolué parce qu'on a découvert que tout ça, ça s'inscrivait dans un contexte beaucoup plus
place, qui était l'analyse stratégique. Aujourd'hui, on ne peut plus faire l'économie de l'analyse stratégique au niveau des entreprises et j'ajouterais également au niveau des États. Un dernier avatar, mais ce n'est pas un avatar qui s'est produit, c'est qu'on a commencé à tout surveiller et puis on vient de découvrir, là c'est très récent, que les entreprises comme les États doivent parfaitement maîtriser la géopolitique. Parce que les règles et les mises en œuvre de la géopolitique bouleversent complètement toute la vision qu'on peut avoir des uns ou des autres, des problèmes, quels qu'ils soient. Il faut tenir compte de cette géopolitique qui va faire évoluer les concepts. Je donne un exemple de géopolitique, de recherche économique et géopolitique qui permet de comprendre les choses. Je le cite parce qu'on en a parlé tout à l'heure et ça m'est revenu. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe à Gaza si vous oubliez qu'en face, il y a des champs de pétrole et de gaz considérables, que chaque pays, sont les pays riverains, chacun va avoir une partie des royalties de cette vente de pétrole et de gaz, et que pour le périmètre de Gaza, les kilomètres appartenant à Gaza, ça représente des milliards de dollars. Et qu'évidemment, ça change complètement la vision des choses. Pourquoi les gens sont si passionnés par Gaza? Prenez ça en compte au moins autant que le reste. En tout cas, dans la vision américaine. Ou dans la vision des Émirats, pour prendre deux exemples. Alors, je vous disais, l'arrivée de l'intelligence artificielle, et puis maintenant de la générative d'ailleurs, a bouleversé nos capacités d'analyse. Et on va plus vite, on va plus loin, on traite plus de données. Avec la capacité d'apprentissage, on est plus performant. Et c'est vrai qu'en plus, on peut arriver en permanence à des conclusions rationnelles, parce que c'est ça, à condition bien sûr que la programmation soit bien faite, à condition que l'outil soit fiable. Parce que là-dessus, c'est un des problèmes, et c'est un des premiers problèmes sur lesquels je veux insister, c'est qu'on voit dans le numérique, un des problèmes dont il faut qu'on soit sûr, en particulier dans l'IA, c'est est-ce que l'analyse qui est faite n'est pas biaisée par un biais cognitif, comme dirait mon ami Arbulot, volontaire, placé par les auteurs. Par exemple, ChatGPT a reconnu, a reconnu qu'ils avaient biaisé leurs analyses pour répondre à la tendance woke. Officiellement, ils l'ont reconnu aux États-Unis. Alors ça pose un problème. Ça veut dire que le résultat que nous avons, il n'est pas totalement fiable. Et ça, c'est très important parce que ça fait partie de ces choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. Si certains, et on peut se poser des questions au niveau des Chinois aussi, si certains vont biaiser un peu leur système de manière à se favoriser, est-ce que nous sommes capables d'imaginer d'autres systèmes qui seraient plus honnêtes ou plus objectifs? Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et en tout cas, quand on utilisera et quand on va utiliser de plus en plus tous ces outils, il faudra bien entendu qu'on ait la capacité d'identifier les dérives possibles et en tirer les conséquences. Alors, je dirais, nous avons besoin en Europe d'analyser tout ce qui se passe pour le comprendre. Je parle aussi bien, je vous dis, dans tout le domaine, dans ce domaine fantastique d'évolution qu'est le numérique et, je dirais, l'IA d'aujourd'hui. Parce que les avancées technologiques qu'elles permettent, que ce qui permet, transforment les secteurs économiques. Aussi bien, et quand je dis les secteurs économiques, je dois ajouter aussi les secteurs politiques, parce que ça nous change les choses. On a beaucoup plus de données, on peut les utiliser, on peut se les transférer, on peut échanger, on peut les analyser. Et aussi pour le militaire. La guerre moderne, là il y a quelques militaires parmi nous, c'est fascinant de voir en ce qui concerne, par exemple, l'Ukraine, la guerre en Ukraine, de voir combien les technologies numériques ont changé la guerre. Jamais, par exemple, jamais la flotte russe n'aurait été à moitié détruite, la flotte de la mer Noire, vous savez, qui était basée à Sébastopol, a subi des pertes considérables. Bon, ça n'aurait pas été possible sans le numérique, puisque aujourd'hui, les engins
que l'on envoie, les missiles ou les engins pilotés, les drones, tout ce qu'il y a, tout ça, ça marche avec le numérique, c'est piloté à travers les technologies du numérique. Donc, la guerre actuelle, elle ne pourrait pas avoir lieu sans le numérique. Et on voit à ce moment-là l'importance du numérique et l'importance, par exemple, des liaisons. Regardez, pour les liaisons numériques, regardez, par exemple, le Starlink. Vous connaissez tous, bien sûr, Starlink. Mais c'est fascinant de voir comment, je reprends l'Ukraine, comment Starlink a permis de changer la guerre. Pourquoi ? Parce qu'au début, dans les 15 premiers jours de la guerre, selon une tradition militaire, une habitude militaire classique, qu'est-ce qu'on a fait ? Les Russes, dans un premier temps, ils ont bombardé tous les centres de télécommunication ukrainiens pour les empêcher de pouvoir assurer la liaison entre les troupes au sol, ou en l'air, ou en mer, et puis l'état-major. Ça se fait toujours. Les Américains l'avaient fait en Irak, les Israéliens l'ont fait en Iran, tout le monde le fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il n'y avait plus de liaison. Donc l'armée ukrainienne était en très très mauvaise posture. Et Elon Musk est arrivé et a dit « Je vous équipe toutes vos sections, donc niveau 15-20 personnes, je vous équipe toutes vos sections avec un téléphone satellite, Starlink, qui sera relié à mes satellites. » Et grâce à ça, une semaine plus tard, il a équipé, entre parenthèses, une performance sur le plan production, il a équipé toute l'armée ukrainienne et depuis, l'armée ukrainienne n'a plus de problème de liaison. Ils sont mieux reliés à leur état-major, quoi qu'il arrive, que nous actuellement, avec nos systèmes, quand vous prenez l'autoroute en France, vous avez vu que régulièrement ça coupe. Bon. Mais derrière, et là on est dans l'utilisation du numérique, mais là, qu'est-ce qui s'est passé ? Et qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas si vous avez, mais pour cette année, Musk, il a envoyé à travers ses fusées 18 000 satellites Starlink en orbite. Vous m'avez bien entendu. 18 000 satellites ont été mis en orbite cette année pour améliorer les communications. Et là, on voit bien qu'on rentre dans un autre monde. Vous voyez ? Mais un monde dans lequel, si vous n'avez pas les clés numériques pour pouvoir y rentrer, si vous n'avez pas le matériel et les clés numériques, vous n'avez aucune chance. Vous n'avez aucune chance parce que là, vous êtes marginalisé et vous avez perdu. Parce que, et c'est un point sur lequel je veux insister, aujourd'hui, nous sommes dans une évolution extrêmement rapide, on le constate tous les jours, mais le problème, c'est pas seulement qu'on puisse en faire un constat. Le problème pour nous, c'est au-delà du constat de dire comment on reste dans la course. Parce que malheur à nous si nous n'y restons pas. Voilà. Alors, il est certain que nous sommes dans une compétition sans limite. Soyons honnêtes. Les États se font la guerre, commerciale, technique, psychologique, culturelle, ce que vous voudrez. Les entreprises se font la guerre également. Tout le monde aujourd'hui se bat pour assurer, pour préserver sa part de marché ou sa positionnement par rapport à d'autres qui évidemment veulent le prendre. Et en ce qui concerne l'Europe, comme je vous disais tout à l'heure, il est certain que nous sommes en difficulté en Europe parce que nous avons beaucoup de mal à défendre nos positions par rapport aux autres. Et pourtant, est-ce que nous avons des atouts ? La réponse, elle est oui. Nous avons de véritables atouts. Nous sommes très capables. Nous sommes capables d'inventer des choses. Le problème, c'est quand vous regardez, c'est un autre point que je voulais évoquer, quand vous regardez, par exemple, les jeunes start-up performantes, dans le domaine qui est le nôtre, le domaine du numérique, domaine dont on parle aujourd'hui, vous apercevez qu'un certain nombre d'entre elles ont de grosses difficultés à trouver des financements, soit des financements de démarrage, soit des financements de confort, je dirais, pour le développement de leur activité, et que ça les amène souvent à céder aux propositions qui sont faites par des fonds d'investissement, des investisseurs américains, chinois ou autres, à notre détriment. Et regardez ce qui vient de se passer avec Mistral. Mistral, c'est quand même fascinant. Les Français sortent un système d'intelligence artificielle qui était visiblement très bon.
Enfin, il a des grandes qualités par rapport... Il n'est pas ridicule du tout par rapport à celui des Américains ou des Chinois, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire pour son développement. Qu'est-ce qui se passe? On dit on va l'aider en France, oui, mais dans le groupe qui fait l'investissement en France, ben, il y a qui? Il y a les Chinois. Bravo. En définitive, on a laissé partir Mistral, qui était une pépite française. On est en train de le laisser partir entre les mains des Chinois. Est-ce bien intelligent quand on parle de préserver, de défendre l'Europe, hein? Eh bien, on voit qu'il faut aussi, si on veut défendre l'Europe, il faut aussi se donner les moyens financiers de pouvoir défendre l'Europe. Ce n'est pas uniquement des moyens techniques, c'est aussi moyens financiers. Alors, je cite depuis tout à l'heure un certain nombre de pays, mais dans le fond, quels sont les pays qui ont de l'avenir, je dirais, dans ces domaines? Parce que si vous prenez les principaux critères, hein, les stratégies nationales, les investissements privés, les infrastructures, bien sûr en incluant les data centers, je vais vous en parler, quand vous regardez les ressources humaines, le niveau de formation, enfin bref, quand vous prenez tous les critères, vous apercevez que clairement, comme ça a été dit au départ, hein, le premier, la plus grande puissance du monde dans le numérique, l'intelligence artificielle et autres, ce sont les États-Unis. Et donc, dans le fond, c'est pas très surprenant, hein. C'est pas très... Il n'empêche que quand ensuite vous continuez, vous regardez tout le monde, qu'est-ce que vous voyez? Ben vous voyez, et je vais en reparler, que les deuxièmes, ce sont les Chinois. Et puis, on continue. On s'aperçoit que l'Angleterre n'est pas mauvaise du tout. L'Angleterre, parce qu'elle travaille avec les Américains, ils travaillent bien sûr, ils ont la chance de parler la même langue, hein, et ils font beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits en Angleterre, et j'ajouterai en Irlande d'ailleurs. Mais là, il y a un peu, on dirait, dans ces îles anglo-saxonnes que nous trouvons à côté du continent européen. Et puis après, vous avez Israël. Et Israël, c'est quoi? Israël, ils font tout ce que les Américains n'osent pas faire directement dans le numérique. Regardez Pegasus ou les autres. Hein. L'unité 8200, je pense que vous connaissez tous, hein, l'unité 8200, donc, qui est l'émanation, je dirais, des militaires israéliens, hein, dans le numérique, c'est quelque chose de formidable. Hein. Ils sont basés à Beersheba, à l'université de Beersheba. Entre parenthèses, ça explique pourquoi, quand il y a eu la guerre Iran-Israël, les Iraniens ont envoyé leurs missiles sur Beersheba. Ce n'était pas pour taper sur des gens du privé. C'était pour démolir l'unité 8200 avec toutes les start-up qu'il y a dedans, dont celles qui ont fait les téléphones privés, qui écoutent les téléphones portables, qui interceptent tout. Parce que les Israéliens ont développé tout ce que les Américains ne voulaient pas faire directement. Ils étaient très intelligents. Et ils ont aujourd'hui une maîtrise technologique d'un certain nombre de domaines du numérique et de l'IA qui sont très intéressantes. Et ça aussi, il ne faut pas le négliger parce que ce n'est pas des très grosses sociétés, mais ce sont des start-up extrêmement dynamiques et performantes. Et là-dessus, il y a des choses à en tirer, des enseignements à en tirer. Alors nous, on a fait un campus cyber en France, mais on en parlera certainement tout à l'heure, parce qu'il y a des spécialistes ici là-dessus. Hein. On a fait un campus cyber, mais est-ce qu'on a réfléchi justement à tout ce que comporte un campus cyber, et pas seulement dans la vision américaine, mais dans la vision israélienne, avec ces start-up extrêmement performantes, mais je dirais start-up extrêmement performantes, mais qui travaillent en liaison étroite avec l'université, puisqu'à Beersheba, vous avez les bureaux de l'unité 8200, des startups. Juste à côté, vous avez l'université avec les recherches de l'université. Donc, si vous voulez, c'est une collaboration totale entre l'armée, l'université, pour faire du numérique tous ensemble. Et les financiers, bien sûr, puisque derrière, il y a tous les financements nécessaires donnés non seulement par l'État, mais par des entreprises privées, des fonds privés ou des banques israéliennes. Alors derrière, il y a un pays qu'il ne faut pas oublier, c'est l'Inde. L'Inde est en train de se développer. Quand Deng Xiaoping, le Chinois, avait dit « nous serons l'usine du monde », et il a réussi son coup, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, ses successeurs, en suivant la politique de Deng Xiaoping, ont réussi son coup. Ben, dans le même temps, l'Inde avait dit « nous serons le bureau du monde ». Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que vous savez, aujourd'hui, on parle de nos pays. Bon, mais n'oublions pas le classement du FMI, quand même, qui est
une institution, on peut dire américaine, ou en tout cas contrôlée par les Américains, quel est le classement du FMI pour 2050? Classement de l'année dernière, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Première puissance du monde en 2050, les États-Unis. Non, l'Inde, excusez-moi, la Chine, le première puissance en 2050, la Chine. Deuxième, les États-Unis. Troisième, l'Inde. Et il rajoute en 2075, premier, la Chine. Deuxième, l'Inde. Troisième, les États-Unis. Et là, on est en une des clés de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Quand je vous disais, on est face à deux blocs, les États-Unis et la Chine, non. Il y en a un troisième qui est en train d'arriver, c'est l'Inde. Et l'Inde va être d'autant plus agressif. C'est chinois. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est bon. Ça y est, c'est bon? Oui. Oui, je disais donc, l'Inde, elle a, sous la pression de M. Trump, qui, comme vous savez, pour punir les Indiens d'acheter du pétrole, du gaz de schiste, aux Russes, donc il a dit, vous serez punis, on vous augmente à 50% les droits de douane sur tous les produits importés d'Inde aux États-Unis. Bon, alors, ben évidemment, quand c'est des pays comme l'Europe, nous, on a tendance à lâcher, hein. On négocie, on est content, on négocie, puis on dit ah ben, on est content, on a pris que 15%, donc on a bien négocié. Non, on avait 0 avant, avoir pris 15%, c'est pas une bonne négociation. Mais bon, oublions ça. Hein. Mais en ce qui concerne l'Inde, on avait oublié complètement que Modi est un nationaliste enragé. Hein, et qu'est-ce qui est convaincu il sait effectivement que son pays sera la prochaine grande puissance mondiale. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit on me menace. 50% de droits de douane, eh ben, je rejoins les Chinois. Et ce que n'avaient pas réussi les Chinois depuis 30 ans, car de rapprocher l'Inde et la Chine pour former un front commun, eh ben, il l'a fait. Et, Trump l'a fait, et résultat, maintenant, on a les deux plus grandes puissances au point de vue population mondiale, et annoncées comme le plan économique comme les deux prochaines plus grandes puissances mondiales, ben, se sont mis d'accord entre elles. On ne peut pas dire que ce soit un beau résultat, mais nous, il faut en tenir compte parce que, j'y reviens, l'Inde, elle s'est spécialisée dans le domaine de la bureautique, mais tout le monde sait bien que le numérique améliore considérablement la bureautique dans tous les domaines. Donc vous allez avoir l'Inde qui va devenir de plus en plus, vous allez voir, qui va monter en puissance dans ces domaines-là et qui va bénéficier des échanges avec la Chine qu'elle n'avait pas jusqu'ici. Donc, on a donc l'Inde, et alors, derrière, ben, vous avez le Canada et la France. Alors, vous direz aussi l'Allemagne, hein, cher au général Batin-Augoire, mais surtout, je dirais le Canada et la France. Le Canada, bon, c'est une évidence, il est dans la même zone, même mouvance que les Américains. Mais la France, elle peut tirer son épingle du jeu parce qu'elle est pas mal placée au niveau mondial. Hein, mais à condition, comme on a dit, qu'elle commence par avoir une véritable politique. Elle essaie de l'avoir, hein, parce qu'on a fait beaucoup de choses. Hein, on essaie de faire beaucoup de choses. Mais c'est bien de vouloir faire des choses, encore faut-il en avoir les moyens ou de s'en donner les moyens. Et le problème de la France, c'est que sérieusement, on doit se poser la question, est-ce que nous affectons suffisamment de moyens dans tous les domaines au numérique pour le développer et prendre une place importante au niveau mondial, alors que c'est certainement une des clés pour survivre par rapport à cette pression que nous subissons des grandes puissances au niveau des Européens. Alors, je voudrais revenir une seconde sur la Chine quand même, parce que la Chine est en train, et il faut faire très attention, on a toujours tendance, nous les Européens, parce qu'on est alliés des Américains, on a toujours tendance, et puis on a vécu comme ça depuis toujours aussi, hein, on a toujours à penser que nous sommes les meilleurs et que les autres sont des rigolos. Et en ce qui concerne donc le numérique, on avait tendance à penser, il n'y a pas que nous, les Américains aussi d'ailleurs, pensaient que bon, les Chinois, ils étaient gentils, mais bon, les Américains étaient bien meilleurs. Les GAFAM étaient 10 fois meilleurs. Et
quand on regarde la réalité, eh ben on s'aperçoit qu'il y a quand même des questions qu'on devrait se poser. Les Américains ont lancé, comme vous savez, l'intelligence générative, donc avec ChatGPT, puis IA, bon, et ils étaient tout contents. Et ils ont dit, c'est formidable. Bon, et puis, ils ont dit aussi, sur le plan des puces, hein, nous, grâce à TSMC, je vais y revenir pour parler de Taïwan, grâce à TSMC, eh ben, c'est formidable, on a les puces les plus performantes, et on va interdire aux Chinois de les acheter, comme ça on est tranquille, on garde un avantage concurrentiel par rapport aux Chinois pour le futur. Donc tout se présentait formidablement bien. Qu'est-ce qui se passe? Les Chinois, ils lancent, comme vous savez tous, DeepSeek. Et la surprise générale, DeepSeek est plus fort, consomme moins d'énergie, hein, et utilise des puces moins performantes que les NVIDIA dernière version. Ah. Après, voilà pas qu'il lance Fighting Brand. Vous avez entendu parler, je pense, qui est 100 fois plus puissant que ChatGPT. Donc c'est pas rien. Et même chose, moins coûteux, moins énergivore, moins... Bon. Alors vous dites, ils sont pas mauvais quand même. Alors bien sûr, la réaction des Américains ou des Européens, c'est de dire, c'est bien des Chinois, ils nous ont copiés. Ben excusez-moi, quand vous prenez une Formule 1, vous amenez une Formule 1 sur le marché et que vous êtes face à un fournisseur de 2 chevaux, pour prendre une voiture française bien connue, quand le gars de la 2 chevaux vous dit ils ont copié mon invention pour faire leur Formule 1, c'est pas très sérieux. On devrait se poser les bonnes questions. Et alors si on se pose les bonnes questions, qu'est-ce qu'on découvre? Et là, je voudrais insister là-dessus. Quel est le... Je ne sais pas si vous savez, quelle est la société au monde qui a déposé le plus de brevets cette année? Huawei. Huawei, exactement. Alors vous dites, mais comment ça se fait? Huawei, on les a tués. On a refusé la 5G, hein, parce que ça allait leur permettre de remplacer les Américains pour nous écouter. Hein. On remplaçait Cisco qui nous écoute avec la 4G, et allons remplacer ça par la 5G chinoise. Insupportable pour les Américains de la NSA, évidemment. Hein. Donc on a eu toute une campagne mondiale, il fallait éliminer Huawei. Et on l'a éliminé, donc on a dit, ils sont morts. Ah bah ouais. Eh ben, c'est eux qui ont eu le record de brevets. Et mieux encore, ils viennent de sortir une gamme de puces qui s'appelle Ascend, qui est juste au niveau N-1 par rapport aux meilleures puces qui sont faites chez TSMC à Taïwan. À tel point que quand le président Trump, vous savez, dans le cadre de ses mesures de protectionnisme fort, a dit « Les Chinois, il n'y a plus de puces, il n'y a plus rien, je leur interdis tout ». Ben, les Chinois, ils ont répondu, bien entendu, ben vous aurez plus de terres rares. Et comme il faut des terres rares dans tout le matériel numérique mondial, ben vous êtes foutus. Alors qu'est-ce qu'il a fait, M. Trump? Il a dit, non, mais attendez, on ne s'est pas compris. Parce que là, lui, c'est un homme d'affaires. Hein, donc, on peut aller, on négocie. Hein. Et il a dit, ben, attendez, super, je vous redonne des puces NVIDIA niveau N-1, et comme ça, on est tous d'accord. Et vous nous donnez des terres rares. Et qu'est-ce que vient de faire Xi Jinping? Il vient d'interdire aux sociétés chinoises d'utiliser des puces américaines, disant nos puces chinoises sont presque au niveau et vont être au niveau. Pour pousser le développement en Chine, on vous interdit de prendre des puces américaines. Ah, ça c'est une politique. Vous voyez? Et donc, je crois qu'il faut bien regarder ça. On a en face de nous des gens qui savent maîtriser les techniques, hein, et qui ont parfaitement compris la mécanique. Alors, j'en profite, oui, je vous disais Taïwan, je vous parlais de Taïwan parce que j'aime bien traiter ce sujet pour, justement, puisqu'on est au cœur du problème des microprocesseurs. Comme vous savez, dans les microprocesseurs, actuellement, vous avez NVIDIA qui fait un carton aux États-Unis, mais pour faire des microprocesseurs les plus performants au monde, il faut toute une série de technologies, hein, qui sont parfaitement maîtrisées par une société taïwanaise qui s'appelle TSMC. Et ces dernières années, hein, depuis 10 ans, le top des microprocesseurs dans le monde est fabriqué à Taïwan. L'armée américaine
Hein, les missiles, les avions, tout ce que vous voulez dans l'armée américaine, tout ce qui est en pointe utilise des microprocesseurs venus de Taïwan. OK ? Alors, quand le président Trump, dans son premier mandat, a été nommé, il a reçu donc les militaires américains qui lui ont expliqué que toute l'armée américaine de pointe étant équipée de microprocesseurs venant de Taïwan, ben, s'il y avait un problème dans les usines de Taïwan, il n'y avait plus de microprocesseurs, il n'y avait plus d'armée américaine. Alors ça, il a compris. Alors ça, c'est du Trump tout craché. Il a appelé les patrons, les propriétaires de TSMC, les Taïwanais, et il leur a dit, voilà, nous sommes votre plus gros client dans le monde, donc vous allez nous faire 2 usines aux États-Unis. Alors c'est en Arizona, pour ceux que ça intéresse. On va faire 2 usines aux États-Unis où vous allez me construire les puces, parce que moi, je ne peux pas dépendre de puces qui sont à Taïwan. Parce que s'il y a une bombe sur l'usine, ben, mon armée n'est plus opérationnelle. Vous voyez ? Eh bien... Et c'est ce qui a été fait. Donc les Taïwanais ont commencé la construction. Alors le problème, c'est que c'était prévu pour fin 2026. Là, maintenant, on est à fin 2027, ça traîne. Ça traîne parce que les Taïwanais, ils n'ont pas tellement envie de perdre une partie de leur technologie en la faisant aux États-Unis. Mais pour les Américains, c'est vital. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est que vous m'avez bien compris. On ne peut pas, contrairement à tout ce que vous disent les journaux et autres, la guerre à Taïwan est impossible actuellement. Si on attaque Taïwan ou si les Chinois attaquent Taïwan, vous vous rendez compte, si les Chinois attaquent Taïwan, les Américains ne peuvent plus avoir d'armée. Donc, et dans l'autre sens, s'il y avait la guerre sur Taïwan, les Américains, il y aura des bombardements. Donc, on est dans un système où la guerre est impossible à cause de l'histoire de Taïwan. C'est le contraire exactement de ce que tout le monde raconte au niveau mondial. Comment ça va changer ? En 2028, quand les puces seront produites aux États-Unis. Là, à ce moment-là, il n'y aura plus de problème pour bombarder Taïwan. Mais comme l'a très justement dit M. Trump il y a 15 jours, mais Taïwan, moi, ça ne me dérange pas que ça appartienne à la Chine. Tiens. Ben, bien sûr, il n'a plus besoin des puces. Il n'aura plus besoin des puces. Vous voyez ? Alors, je vous donne cet exemple-là pour vous montrer aussi que là, on est dans la géopolitique, l'armée, le militaire, on est dans tout ça. Mais pour dire qu'il faut bien regarder tous les aspects des problèmes et il faut cesser... Si je dis ça parce que c'est le problème de l'Europe, en Europe, on a une fâcheuse tendance à ne jamais voir à moyen et long terme. On est dans le présent, dans l'instant, hein, et on ne regarde pas assez le futur. Mais même si, dans le numérique, ça évolue très vite, même ça change tout le temps, hein, eh bien, il faut quand même essayer en permanence d'imaginer le futur et à partir de là, avoir, comme on dit chez les militaires, des red teams, hein, des gens qui passent leur temps à réfléchir au futur, hein, pour essayer de se dire, bon ben voilà ce qui va se passer, voilà où il va y avoir des opportunités, voilà où on va pouvoir travailler, hein, et essayer de nous imposer. D'autant plus qu'on n'a pas tellement de possibilités. Je ne sais pas si vous savez, au niveau mondial, les spécialistes, hein, c'est l'OCDE, l'ONU, enfin bref, tous les grands experts internationaux ont déterminé qu'il y avait 36 technologies clés pour le futur dans le monde. Hein, 36 technologies clés. Sur les 36 technologies clés, 27 ont comme leader les Chinois, dont 10 avec une position de monopole. Donc c'est mal parti pour le reste. Par contre, il en reste, les Américains en ont 6 et nous, on en a 3 en Europe. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut mettre l'accent sur des technologies que nous maîtrisons. Évidemment, il faut surinvestir pour maintenir notre avance. Et il faut regarder parmi les autres celles dans lesquelles on a le plus de chances d'avancer. Or, nous voyons que le numérique, alors je reviens au numérique, le numérique aujourd'hui, nous ne sommes pas les plus mauvais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous avons aujourd'hui des capacités... on parlait tout à l'heure avec Jean Batinguard de la France, par exemple. La France a des capacités de calcul que n'ont pas les autres pays européens, parce que nous avons nos fameux ordinateurs, là, les Atos qui faisaient la compétition contre les Cray américains, hein, et les autres. On a des engins qui vont très bien. Sur le plan du quantique, bon, qui est l'avenir, évidemment, hein, et sur lequel il faut vraiment travailler. Alors là, c'est important. Sur le plan du quantique, ben là aussi, nous avons des vraies capacités. On a commencé à faire des ordinateurs quantiques chez nous. On n'a pas fini.
On n'est pas en avance parce que les Chinois sont déjà en train de faire des échanges quantiques entre leurs satellites et la Terre. Regardez l'avance qu'ils sont en train de prendre. Mais il n'empêche quand même qu'on n'est pas si mauvais par rapport aux autres pays du monde. On est loin d'être les plus mauvais. Donc, il faut, une fois de plus, je vous dis, il faut qu'on capitalise. Alors, il faut qu'on capitalise, mais en regardant tout et en essayant de comprendre. La chaîne du numérique. La chaîne du numérique, il y a un problème. Je vous parlais des microprocesseurs, mais il y a un autre endroit qui est formidable, bien sûr, hein, c'est les serveurs et les données, les banques data. Hein. Parce qu'aujourd'hui, vous avez... Quand vous regardez, hein, on voit que les data centers sont extrêmement consommateurs en énergie, se font de la pollution atmosphérique considérable, hein, il faut le savoir. Hein. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a de la chaleur. Un data center, on parlait tout à l'heure, quand on refroidit à l'eau un data center, eh ben, l'eau sera à 26 degrés. Hein. Et il faut bien la diminuer, cette température, ensuite. Comment on fait? Alors, il y a des petits malins qui ont appris, qui travaillent là-dessus, qui disent bah, « Tiens, moi, je vais m'occuper de ça ». Il y en a d'autres qui travaillent sur l'énergie. Je vous disais tout à l'heure, les Chinois, ils ont réduit les quantités d'énergie nécessaires. Mais l'énergie, comment elle est fournie? Par l'électricité. Comment voulez-vous réussir dans un pays comme la France ou en Europe à développer des data centers en supposant que vous ayez réglé les problèmes de pollution et tout le reste, hein? Comment voulez-vous faire ça avec une énergie qui est pratiquement la plus chère du monde? Vous partez avec un fil à la patte considérable. Or, ce fil à la patte, là je reviens à la France, quand vous regardez l'Europe, on s'est tous mis d'accord pour acheter le gaz à un prix démentiel, bon, pour faire de l'électricité, mais nous avons... ou nous aurons plus exactement, parce actuellement on n'est pas bien vaillante, mais on a une industrie nucléaire qui nous permet d'avoir des prix très bas de l'énergie, à condition qu'on ne pratique pas un prix européen, mais un prix français. Et là, nous avons un avantage concurrentiel par rapport à tout le monde. Or, lorsqu'on parle de data center et autres, c'est très important. Entre parenthèses, je parlais des data centers pour les données, mais est-ce que vous savez quel est le pays au monde où il n'y a plus de centres pour traiter les bitcoins? L'Iran. L'Iran est le numéro 1 mondial pour traiter les bitcoins. Parce que la pollution, ils s'en foutent. L'énergie, ben, ils se débrouillent comme ils peuvent. Et comme personne ne veut le faire, un peu comme les terres rares avec les Chinois il y a quelques années, personne ne veut faire ça, alors eux, ils en profitent et ils sont en train de développer ça. Hein? Et la question qu'on peut se poser, là, je serai, là, c'est pas pour la France, hein, ni pour l'Europe, mais je serai au Moyen-Orient dans le cadre de ce qui est en train de se passer actuellement. Je me poserai des questions sur qui va commencer à prendre le leadership à part Israël, dont on a parlé tout à l'heure, qui va avoir le leadership au niveau du numérique dans la zone. Et je pense qu'on aura intérêt à regarder l'Iran, entre parenthèses, où ils ont des ingénieurs très bien formés, et avec l'expérience qu'ils sont en train d'acquérir, ben, ils seront capables de faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Alors, oui, juste, je ne sais pas si vous savez que les data centers dont je vous parlais, est-ce que vous savez combien ils consomment, hein, de l'électricité produite, hein, de l'énergie mondiale? 3%. Les data centers actuellement consomment 3% de l'énergie mondiale. C'est énorme. C'est plus que des pays entiers. C'est plus que des villes entières. Donc, ne pas réfléchir... Alors, il y a la solution, bien sûr, classique, hein, de l'autruche, pas de data center chez moi, mais alors à ce moment-là, on abandonne toute une partie du contrôle de notre souveraineté numérique, hein, ou alors on les fait chez nous, mais alors attention, ça coûte une fortune. Donc vous voyez, là, je vous donne ça pour vous montrer combien il y a des domaines dans lesquels il faut qu'on travaille, il faut qu'on réfléchisse, parce qu'il y a des opportunités en Europe. Et en vous disant même que de toute manière, il nous faut des data centers en Europe, quel est le pays qui est prêt à jouer le jeu? Quel est le pays qui est prêt à le faire? Est-ce qu'il y a un pays qui, comme l'Irlande pour les GAFAM, il y a pas mal d'années maintenant, quand ça a démarré, vous vous souvenez que les GAFAM sont arrivés en Europe, ils sont tout puissants, c'est moins qu'on puisse dire, et ils nous ont dit, vous allez
bien nous recevoir, et comme on est énorme et qu'on va faire beaucoup de choses, bien sûr, on ne veut pas payer d'impôts. Alors nous, on leur a dit rigolo, évidemment, on ne pouvait pas nous leur dire qu'ils n'allaient pas payer d'impôts chez nous quand on voit le niveau d'impôts. Bon, mais les Allemands, pareil, tout le monde. Il y a un pays qui leur a dit on va s'accorder, on vous fait payer 9% d'impôts sur vos résultats, rien de plus. C'est l'Irlande. Regardez le résultat, ils sont tous en Irlande. Et ça a boosté l'économie irlandaise. À tel point que maintenant, quand Trump veut faire revenir les GAFAM aux États-Unis dans le cadre de sa politique de Monroe, eh bien, ça pose un énorme problème à l'Irlande, parce que si les GAFAM partaient, l'Irlande sera en grande difficulté économique, alors qu'elle a appris à vivre à un très bon niveau grâce à ça. Alors, je vous disais, ces géants du numérique, ce sont des acteurs dominants, bien sûr. Je pense pour nous, en Occident, ce sont bien sûr les Américains, mais il faut regarder les autres, il faut regarder les Chinois, et puis il va falloir regarder bientôt les Indiens. Et on peut se poser la question de savoir si on n'a pas eu tort, en définitive, de ne pas jouer, de ne pas investir au niveau européen sur des sociétés européennes. Parce qu'on en avait en France, on en avait en Finlande, on en avait dans d'autres pays. Il y avait des sociétés qui étaient capables de développer de vraies technologies, et on les a laissées tomber au nom de ces accords internationaux dans lesquels il ne faut pas faire de peine à personne, et qui fait que on ne doit pas transférer, par exemple, pour protéger notre souveraineté européenne, on ne doit pas transférer une société stratégique à une société étrangère, sauf que si la société étrangère a installé une filiale en Europe, on peut lui passer la société. Car c'est ça le problème. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'ils font les Chinois ou les Américains? Ils ont des sociétés en Europe et puis ils récupèrent nos sociétés. Bon, j'allais dire une vacherie, mais je ne le dirai pas. Bon, alors, donc, les GAFAM, ça c'est très important, les GAFAM s'opposent, regardez, à la souveraineté des États. Ils considèrent qu'ils sont au-dessus des lois parce qu'ils appliquent leurs règles. Et ça commence d'ailleurs, entre parenthèses, par les données, la propriété des données. Vous savez qu'en Europe, il y a eu des négociations avec les Américains là-dessus. On a mis en place, grâce à Thierry Breton, on a mis en place un certain nombre de textes, de lois, de régulations pour nous protéger. Mais il n'empêche quand même que dans l'esprit des Américains, ce qui se passe en Europe, c'est l'Europe. À partout ailleurs, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ce que je dis toujours, quand je dis attention. On nous dit, par exemple, avec les RGPD, que j'adore, l'RGPD, on nous dit attention, nous, chez nous, tout est protégé, vous ne risquez rien. OK, mais il n'y a pas de frontières pour le numérique. Et quand je stocke tout aux États-Unis, je ne peux pas être poursuivi en France, parce que la loi américaine l'autorise. Tout l'Internet mondial est stocké aux États-Unis. Et ils viennent encore de le rappeler il y a quelques semaines en disant mais on est capable de savoir ce que vous avez fait ou dit il y a 20 ans. On l'a dans nos stocks. Alors là aussi, quand je vous dis ça, il faut se poser des questions en disant mais au niveau européen, est-ce qu'on n'est pas capable, alors au niveau de l'ensemble de l'Europe, ou si on n'est pas capable au niveau de l'ensemble de l'Europe, est-ce qu'on n'est pas capable de mettre en place un certain nombre de règles pour mieux nous protéger qu'aujourd'hui ? Et si on peut pas, oui. Et si on ne peut pas, c'est que ça peut arriver, si on n'est pas capable de se protéger mieux, alors voyons comment on peut rentrer dans le circuit et à un point ou à un autre devenir quasiment indispensable. Et à ce moment-là, on aura acquis une protection de l'intérieur. Quand vous dominez un des points, c'est le coup des microprocesseurs taïwanais. Quand je maîtrise les microprocesseurs, ou la société hollandaise qui fait qui fait la gravure des microprocesseurs, qui est la seule au monde à arriver à ce niveau-là, c'est clair que tout le monde est obligé de passer par elle, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Je pense que dans des stratégies comme ça qu'il faut qu'on réfléchisse au niveau de l'Europe, on en a besoin. Alors, c'est d'autant plus important que, comme je le disais, je ne crois pas une seconde que l'Europe, telle qu'elle est aujourd'hui, et les États-Unis vont pouvoir tenir longtemps face à ces pressions venues d'ailleurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut qu'on revoie donc, il faut qu'on reprenne toutes les chaînes numériques, qu'on prenne
l'intelligence artificielle, qu'on regarde comment on peut, quels sont les domaines dans tout cet ensemble sur lesquels on pourrait capitaliser, dans lesquels on pourrait faire quelque chose, obtenir quelque chose et y mettre les moyens. Alors, la France a essayé ou essaye de faire un certain nombre de choses, mais il faut bien reconnaître qu'au niveau européen, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, si on veut, et c'est là-dessus que je terminerai par rapport à cette approche européenne, je suis très dubitatif sur une approche véritablement européenne, parce que les intérêts des Européens sont très différents selon que vous êtes dans le nord de l'Europe, où leur problème majeur, c'est la défense. Et pour la défense, ils n'ont confiance que dans les Américains. Or, le numérique est impliqué dans les problèmes de défense. La partie centrale avec l'Allemagne, qui a dominé l'Europe pendant l'époque, la période Merkel, aujourd'hui est en grave difficulté. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe. Il y a un refus par la population des élites qui pilotent l'Europe, qui pilotent l'Allemagne aujourd'hui. Et Madame von der Leyen, qui négocie avec l'appui des Allemands. Je ne sais pas si vous savez que pour le Mercosur, il y avait 70 négociateurs avec Madame von der Leyen, 50 Allemands. Est-ce que c'est ça l'Europe? Non. Quand on voit que, bien sûr, quand on voit que le Mercosur va impacter très forte l'agriculture française, espagnole et en particulier, alors qu'elle va favoriser l'Allemagne à travers les automobiles, puisque le plan du Mercosur pour l'Europe, c'est de remplacer les ventes de voitures qui ne se vendent plus en Chine par des voitures vendues au Mercosur. C'est ça. Bon, eh bien, là, on voit donc cette partie européenne centrale, elle joue son jeu, mais elle se fout des autres. Et alors, nous, au Sud, les pays du Club Med, comme les appellent ceux du Nord, on a toujours des problèmes, on ne sait pas gérer nos budgets, enfin bref, on ne travaille pas beaucoup là-bas. Eh bien, ces pays du Sud, quand vous regardez, on a certainement, parce qu'on est plus innovant que les autres, parce qu'on a de vraies capacités prouvées, et j'ai essayé de vous le dire tout à l'heure, eh bien, je pense que nous, on a la possibilité de sortir nos cartes en France et probablement avec d'autres pays autour. On peut sortir nos cartes et à partir de ce moment-là, on pourrait se créer un avenir dans le numérique, parce que si nous ne sommes pas capables de nous créer des points forts dans le numérique, alors là, ça va contribuer au déclin généralisé de l'Europe par rapport aux autres pays du monde. Merci.